Bon, ben bonjour déjà. Bonjour à toutes, Bonjour. à tous. Salut. Donc, ce que je pense déjà, vous pouvez juste un tout petit peu vous présenter pour que les gens ben voilà, aient un peu une idée avec qui ils vont écouter et avec qui ils vont pouvoir échanger. Alors, Nadia, Allez, je commence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Nadia Chabal-Calvi. Je suis rentrée dans le programme Go en début d'année, bon, au tout début du confinement, donc au moment où il fallait s'adapter à passer tout en virtuel. Mais ce qui n'était pas plus mal pour moi, puisque je vis dans les Alpes de Provence, donc je ne vis pas sur Aix-en-Provence, comme quoi, même dans la ruralité, au fond de la ruralité, il y a aussi de la création. Et c'est vrai que moi j'avais un projet, j'étais au stade de l'idée un petit peu avancée quand même. J'avais fait quelques concours pour tester l'idée. En fait, j'ai démarré pas forcément dans le bon sens de la création d'entreprise. J'ai commencé en créant le statut de l'entreprise en fait. Donc voilà, donc j'ai rejoint les premières qui ensuite m'ont mis un peu dans le droit chemin en remettant un peu d'ordre dans toutes mes idées et surtout en encadrant un peu l'avancement du projet pour passer de l'idée à aujourd'hui. Donc, je suis à la fin du parcours Go, donc à la phase de recherche de financement. ok. Ben, attends, juste, on Voilà. fait un petit tour pour que tout le Oui. monde. Oui, voilà. Allez. Alors, Laurie, Oui, bonjour. tu es qui, Laurie? Bonjour. Alors, moi, je suis là. Donc, moi, je suis Laurie Jugelin. Je suis le CEO d'une start-up qui n'est plus une start-up, hein, puisque moi, je suis du programme Boost, qui est une entreprise innovante, qui s'appelle AltGR, qui a été créée il y a 2 ans, bientôt 3 d'ailleurs, et qui fait de l'algorithmique sur mesure. C'est-à-dire qu'on crée des logiciels intelligents pour aider les entreprises à aller plus vite, à être plus productifs, à faire des choses nouvelles et à gagner du temps surtout et de la productivité. Donc c'est une société qui est très très technologique. Et donc, je suis très contente d'être chez les Boost parce que il faut beaucoup, 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 beaucoup trop de compétences. Et même si je fais ce qu'il faut pour être au niveau, quand même, quand on a des vrais experts pour être accompagné, c'est pas la même. Super, merci, Laurie. T'en prie. Alors, Laure et Séverine. Alors non, Laure. salut à tous. Alors, Bonjour à tous. Isa, tu m'avais eu hier, j'avais une petite extinction de voix, c'est pas encore tout à fait réparé. Ouais. Donc, on va essayer de partager un petit peu. On va se présenter. Donc, Séverine est décoratrice et artiste peintre et moi, je suis architecte d'intérieur. Donc, nous avons créé les Jumelles sans mêle fin 2018. Où nous avons intégré le programme START, puis le Go, et là actuellement nous sommes en Play. En réalité, la société elle a été créée juridiquement novembre 2019, donc il n'y a qu'un an d'existence. Mais effectivement, avant cela, il y a eu pas mal de travail, notamment avec les premières, pour pouvoir monter le projet correctement, dans le bon droit chemin. Alors nous, la société, en fait, c'est une innovation, mais dans le procédé. En fait, nous avons créé des ensembles de déco pensés tout en harmonie pour faciliter la transformation d'une pièce ou d'un intérieur en fait, chez le particulier ou chez le professionnel. Alors, on l'a accompagné pour avoir aussi une petite innovation dans l'expérience sur notre site internet d'un profiling. Donc, nous sommes jumelles, nous sommes décoratrices architectes d'intérieur et également profilers. Super. Alors, on va continuer du coup par vous, puisque ça y est. Comment est-ce que d'un coup on se dit on est deux sœurs, c'est super, ben, pourquoi est-ce qu'on lance sa boîte? Pourquoi on décide de créer? Ça faisait déjà quelques années qu'on avait l'idée, en fait. Enfin, l'idée vraiment est née en 2013, donc il y a un petit moment maintenant. Le temps que ça mature, qu'on se dise on est prête, on y va. C'est-à-dire il fallait qu'on quitte toutes les deux la société dans laquelle on était employés. Donc voilà, il fallait déjà mettre en place, on va dire, les conditions pour être à 100% sur la création d'entreprise. Et puis, on s'est dit, allez,
c'est maintenant ou jamais parce qu'on approchait la quarantaine et on s'est dit si on ne le fait pas tout de suite, on ne le fera plus. Et on avait plein d'idées. Et puis surtout, c'est que voilà, en tant que jumelles, on a été séparés pendant 12 ans puisque moi j'habitais sur Bordeaux. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on se rejoigne sur un projet commun. Donc, je suis redescendue dans le sud et on a créé la société et le projet ensemble. Ah, super. Alors, Laurie, par exemple, tu étais juriste, non? Tu as fait du droit, toi, avant? Attends, je t'entends pas. Pardon. Oui, j'ai un master de droit fiscal. Alors, comment, master Patrimonial. de droit fiscal plus capitaine d'équipe de foot, on tombe Oui. dans les algorithmes? Parce que justement, dans ma première vie où j'étais courtier en prêt immobilier, j'ai fondé ma première société sous franchise. J'avais 24 ans. Et j'ai trouvé que quand tu étais une petite structure, un peu perdue, parce qu'à l'époque, je n'étais pas accompagnée plus que ça que par ma franchise, finalement. Je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Donc, j'étais courtier en prêt immobilier et ingénieur fiscal. Je faisais de la fiscalité, je montais des projets fiscaux pour faire de la défiscalisation, pour le coup. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de la place pour innover ce vieux métier de courtier, parce que c'est un très vieux métier où on fait tout sur les feuilles Excel, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne peut pas, nous, faire de l'algorithmique et créer des logiciels qui fassent toutes les tâches qui sont pas rigolotes et qui n'ont aucune valeur ajoutée par des ordinateurs qui le font bien mieux que nous. Et je me suis renseignée et il n'y avait rien qui était... il fallait avoir un bac plus je ne sais pas combien en mathématiques, ce qui n'était pas mon cas. Donc du coup, j'ai rencontré un data scientist et on a fait un échange de bons procédés parce que lui, il venait de se mettre à son compte et il n'était pas hyper fort en clientèle. Moi, je l'étais un petit peu plus parce que j'ai fait, je crois, dans mes 7 ans avant, presque 3000 rendez-vous clients. Donc, je commençais à avoir un petit peu de background. Et on a dit, moi, j'ai dit, tu me fais mon algo pour faire de l'optimisation fiscale en fonction des données de mes clients. Et puis moi, je t'aide à développer ta clientèle. Et il s'avère que j'ai vendu mon cabinet et que je suis partie avec eux parce que l'algorithmique, c'est l'intelligence artificielle, parce que ça s'appelle comme ça dans les médias. Mais en fait, ça s'appelle de la modélisation mathématique et de l'algorithmique. Et c'est trop passionnant. Donc, j'ai vendu la caravane et je suis partie avec eux. Et comme c'est des scientifiques, il fallait un chef de file. Et voilà, j'ai pris ma place. Super. En fait, ça aussi, ça témoigne de ce qu'on dit, la création d'entreprise, c'est pas forcément seul. C'est vraiment aussi l'adéquation de plusieurs compétences. Comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, alors, que ce soit au démarrage, dès le début, que ce soit prévu ou même après par la suite pour le développement, c'est important de s'entourer de bonnes personnes et de s'entourer de profils différents. Et ce qu'on dit, la deep tech, qui était, en fait, on travaille avec des chercheurs, des gens qui ont des idées, vraiment de l'innovation, mais on peut aussi venir s'associer à ces profils-là, parce que comme on dit, personne ne sait tout faire, et on peut avoir d'énormes compétences en marketing, en finance, et se mettre, c'est pas seulement de trouver un projet, mais ça peut être aussi de trouver un projet auquel s'associer. Donc, il y a différentes formes de création d'entreprise. Faut pas se dire il me faut l'idée du siècle parce que sinon je vais pas y arriver, parce qu'il y en a qui ont des idées et qui savent pas forcément faire, et il y en a qui n'ont pas d'idées mais qui ont hyper de compétences. Donc ça aussi, nous on travaille énormément à la mise en relation de profils, de matching en fait de profils d'associés, que ce soit homme-femme, que ce soit chercheurs avec la gestion, que ce soit des gens qui viennent, qui ont de la pratique terrain, avec des gens qui ont... Voilà. C'est vraiment un fondamental d'y arriver. Et là, c'est un bel exemple. Alors, Nadia qui était quand même spécialiste des fonds européens et qui d'un coup se retrouve, parce que tu ne l'as pas dit, mais dans la diététique et la nutrition. Alors, pourquoi ce changement et comment, en fait, du coup, ça t'a... Est-ce que c'est le fait d'avoir changé qui t'a donné l'envie de créer, ou c'est le fait de te dire je vais créer et que tu es parti dans un autre domaine?
Non, en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle donc, sur l'alimentation. Donc, je suis devenue diététicienne après avoir passé des années dans l'administratif et notamment dans la gestion des fonds. Et en fait, c'est en faisant cette formation que je me suis aperçue que la prévention sur l'alimentation manquait cruellement. Parce qu'en France, on intervient pour soigner, mais très peu pour prévenir. Et j'ai eu l'idée de créer une application pour aider les personnes à mieux manger, sans se prendre la tête, sans se casser la tête et arriver à mieux gérer leur équilibre alimentaire sans que ce soit non plus le comptage de calories ou le passage au brocoli tout en continuant à toujours se faire plaisir. Donc, créer une application, donc, c'est un peu comme tu le disais. Moi, je n'ai pas la compétence du coup sur le développement informatique. Donc, je vais chercher cette compétence et ça fait partie de mon projet. Donc, on peut aussi l'acheter, la compétence, quand on ne l'a pas en prestataire où on peut aussi recruter des personnes et faire rentrer des personnes qui ont cette compétence. Je suis quand même accompagnée de Maxime, qui est mon mari, qui lui est plus spécialisé dans le droit des affaires et le développement économique. Donc, en fait, on a déjà, dans un premier temps, mêlé nos compétences. Et avec, notamment aussi avec le réseau, les premières, on est allé chercher, rencontrer des personnes. Donc, c'est vrai que le réseau, là, dans les premières aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'on peut, même si on ne connaît pas forcément les personnes qui peuvent nous aider, rencontrer, je sais que Laurie, Laurie, elle m'avait conseillé des développeurs informatiques avec qui j'ai pris contact. Isabelle et Caroline aussi, vous m'avez conseillé des personnes. Donc, en fait, on a aussi, c'est bien d'avoir aussi ce soutien où on nous conseille des personnes, on nous renvoie sur des personnes qui peuvent être des personnes fortes après pour continuer à développer notre projet. Oui, et ce que je disais, c'est j'ai parlé aussi de l'écosystème, mais il y a cet écosystème interne entre créatrices qui sont à différents stades, dans différents secteurs d'activité. Nous, on travaille beaucoup aussi sur, on travaille beaucoup sur des événements à regrouper. Aujourd'hui, on fait des événements plus digitaux et on travaille avec le Slack, qui est comme un WhatsApp professionnel, où en fait tout le monde est regroupé et on peut échanger soit à un niveau général, soit après par des chaînes de niveau programme, soit par des chaînes thématiques. Par exemple, tous ceux qui sont dans l'univers food, tous ceux qui sont dans l'univers prestation de services aux entreprises, ce qui permet à la fois d'avoir du réseau horizontal et vertical. Et on peut aussi après développer avec les réseaux, les autres incubateurs et le réseau national par rapport à des besoins, parce que quand on grandit, on n'a pas forcément besoin que du local. Et donc, on s'appuie aussi sur le réseau national pour trouver des contacts à Paris, parce qu'à Paris, il y a quand même beaucoup de dirigeants. Donc, on a beau dire qu'on fasse en province, il y a aussi besoin de développer son réseau, que ce soit le réseau de grands comptes, que ce soit le réseau presse. Ça aussi, plus il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a tout le développement de la visibilité, et comme je disais, les concours, la presse et tout ça, c'est important d'être dans un réseau. Après, c'est chronophage les réseaux, mais c'est ça aussi, c'est d'être dans le bon réseau au bon moment. Et ça, c'est aussi l'aide que peut apporter une structure d'accompagnement. Alors, par exemple, Laure et Séverine, vous, c'est vrai que vous avez suivi tout le process là, parce qu'on vous a pris au démarrage, pas forcément, parce que l'idée est depuis 2013, mais vous avez connu le start, le go, et là, vous en êtes au play. Du coup, je suppose que c'est bien puisque vous restez, mais qu'est-ce qui est important pour vous dans le fait d'être accompagné? Alors, je crois que ce qui est important, en fait, c'est que quand on se lance, il y a beaucoup de doutes. On a une certaine énergie un peu folle parce qu'on est excité de pouvoir créer, mais il y a aussi beaucoup de doutes. Donc, la première chose, c'est effectivement de trouver du soutien, de trouver un cadre dans lequel on peut effectivement trouver une trame d'avancement. Parce que, nous, en plus, on est deux caractères un peu faux-folles, donc on va avoir des idées tous les jours. Et c'est vrai qu'à canaliser, c'est parfois un peu fatigant d'avoir des idées tous les jours. Donc, c'est se poser, trouver un cadre, avoir des ateliers de façon récurrente pour faire en sorte qu'effectivement, on avance et étape par étape, en créant une base solide en fait pour une entreprise pérenne, parce que c'est ça qu'on recherche. On pourrait se lancer un peu n'importe comment en faisant tout et n'importe quoi.
mais ça ne serait pas pérenne. Donc, voilà. Et on apprend, si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'on apprend beaucoup sur soi, c'est-à-dire on apprend, on monte en compétences, on apprend énormément via les experts et les expertises qui sont mobilisées via le réseau et les premières, mais on apprend aussi beaucoup sur soi, sur notre manière d'avancer, sur notre manière de manager, sur… voilà, il y a des choses où peut-être nous, deux, même si on se connaît très très bien, il y a pris conscience, on pensait qu'on était identiques. Et en fait, on s'est aperçu qu'on était très complémentaires et qu'on avait beaucoup de différences. Et des différences en plus qui sont vraiment positives pour la société. On n'est pas finalement sur les mêmes champs. Et donc, ça nous a appris aussi sur nos caractères à nous structurer. Oui, parce que ça, on travaille beaucoup, en fait, sur quand je parlais des postures, il y a la posture du dirigeante, mais quand il y a plusieurs dirigeants, on travaille aussi sur l'adéquation les uns avec les autres et comment tirer le meilleur d'une équipe et de tous. Hein, c'est vraiment un temps fondamental. On ne travaille pas qu'avec la dirigeante. Si c'est des équipes plusieurs ou même mixtes, tout le monde participe régulièrement avec des coachings d'équipe qu'on appelle parce que c'est aussi une des fragilités. C'est quand c'est bien d'être… Enfin, c'est plus facile quand on est plusieurs à condition que ça matche bien. Donc, on travaille aussi sur ça parce que plus l'entreprise grandit aussi, plus des fois les aspirations voilà, sont pas forcément les mêmes. C'est aussi en permanence être capable de recadrer avec le développement de l'entreprise et des dirigeants. Alors, Laurie, tu es arrivée un peu plus tard hein, chez les premières. Alors, je sais que tu as déjà été un petit peu accompagnée avant, mais du coup, pourquoi tu te dis que finalement, il y a toujours besoin de cet accompagnement? Parce que maintenant, vous avez un chiffre d'affaires qui est super bon, vous avez l'air de bien vous entendre. Voilà, qu'est-ce qui a fait… on n'a pas ton micro, mais on voit la tête. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, finalement, ça serait quand même vachement bien que je me fasse accompagner, mais que l'équipe par rapport à un changement d'échelle? Oui, c'est vrai que maintenant, en plus, on est 9, donc on est passé de 2 à 9 en 2 ans. Donc, en effet, c'est allé vite. Donc, tu as plus que besoin d'être accompagné quand ça va aussi vite. Parce que je pensais avoir beaucoup de… au départ, je pense qu'on idéalise un petit peu la façon dont on est capable de gérer ce genre de métamorphose, parce que là, on passe de la chenille au papillon en pas longtemps, donc il faut s'accrocher à son slip, quoi. Et tu t'imagines pas… au début, je me disais, mais non, bon, c'est comme ma première société avant, où on est passé de 1 à 3 en 6 ans, donc c'était pas le même cycle. Bah, en fait, si, tu as tellement besoin de cristalliser des connaissances et des compétences que tu peux pas toutes les avoir. Tu peux avoir certaines appétences, tu peux avoir certaines petites briques dans ton code d'apprentissage, mais tu peux pas avoir tout. Et comme là, il faut la performance, il faut prendre des décisions très rapidement. Tu peux pas lire 50 bouquins et tu peux pas. Il faut que tu sois au niveau. Donc, le meilleur moyen, c'est quand même d'être accompagné et d'avoir des gens qui sont déjà au niveau mais sur un point très particulier et qui viennent te donner la compétence, qui viennent t'apporter de l'éclairage sur ta prise de décision au quotidien. Et c'est ça qui fait que tu as besoin d'être accompagné. Tu peux pas être seul. Enfin, je plains les gens qui sont seuls, en tout cas, pour faire ce genre de choses. Ils doivent toujours prendre des décisions qui sont moyennes. Ils peuvent pas prendre des décisions top niveau, à part dans ta compétence. Moi, juridiquement, voilà. Et encore, moi, je faisais de la fiscalité, donc ça n'a rien à voir avec la propriété intellectuelle ou le développement algorithmique. Je plafonne, même si je me mets au niveau et que. Mais il faut vraiment aller taper à des portes pour pouvoir avoir une décision éclairée par des experts et ensuite prendre sa décision, quoi. C'est pas, tu peux pas le faire tout seul. Enfin, c'est mon avis. Il y a l'esprit d'accompagnement, il y a ce j'en ai pas parlé, mais il y a aussi du mentorat. Hein. C'est vrai qu'on met
en plus des experts pointus, on accompagne les créateurs qui sont en boost avec un mentor. Un mentor, c'est un chef d'entreprise, soit en activité, soit retraité, quelqu'un, soit qui est vraiment lié au secteur d'activité. C'est quelqu'un qui va aussi garder cette vision macro parce qu'on est vraiment, enfin le problème c'est quand on est dans une entreprise, quel que soit le niveau de développement, on a la tête dans le guidon. Et donc, ça permet aussi d'avoir cette vision globale, d'avoir des alertes, mais c'est aussi quelqu'un à qui tu peux faire référence quand tu as un doute, ces fameux doutes à un moment donné, d'échange avec quelqu'un qui est vraiment, qui correspond aussi aux besoins du moment et au secteur d'activité ou, par exemple, si vous voulez développer à l'international, quelqu'un qui a une connaissance dans l'international. Si vous voulez, voilà, c'est fondamental d'avoir quelqu'un aussi sur qui vous pouvez vous reposer. Et c'est vrai que ça, c'est… Je peux ajouter quelque chose? Bien sûr, tu es là pour ça. Hein. Quand j'ai été salariée au tout début de ma carrière, ce que j'ai vraiment pas apprécié, c'est que il y avait un petit peu cette autorité du chef d'entreprise qui prenait les décisions avec sa vision des choses, qui n'avait pas l'ouverture sur autre chose que ce que lui voyait, et je me sentais un petit peu à sa merci. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai rapidement été à mon compte, parce que je me sentais vraiment contrainte dans mes libertés. Et je me suis dit, je ne vais pas faire la même erreur en étant chef d'entreprise. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller donner toutes les chances à tous les gens qui ont d'autres idées que les miennes pour être challengés, pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Je vais embarquer aussi toute mon équipe dans les décisions au quotidien pour pas avoir ce côté du chef d'entreprise omnipotent qui est là pour prendre les décisions et qui dit la pluie et le beau temps. Je pense que l'entreprise, elle a besoin de connaître autre chose que ce genre de fonctionnement-là. Et c'est pour ça aujourd'hui que je me bats en tant que chef d'entreprise pour une autre vision de l'entreprise que celle juste du chef d'entreprise qui sait tout et à qui il faut se référer. Donc voilà, moi j'essaye d'être un chef d'entreprise un peu différent et quitte à chacune d'entre vous de l'instrumentaliser dans la façon d'être. Et il n'y a pas de meilleur chemin que d'aller chercher de l'expertise ailleurs quand vous n'en avez pas. Je pense que c'est bien de se remettre un peu en cause de temps en temps. Et c'est pour ça aussi qu'on s'entend, que l'accompagnement correspond super bien parce qu'on est vraiment dans cet état d'esprit, puisque nous, on fait quand même beaucoup d'ateliers collectifs en co-développement qui est, écoute, j'ai une problématique et je vais m'appuyer sur les autres femmes entrepreneurs qui sont dans ma promo ou dans l'incubateur pour travailler en intelligence collective et prendre des idées de tout le monde. Il y a l'expert et il y a aussi les autres. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup comme ça parce qu'on n'a pas la science infuse. Et puis, on est beaucoup sur la diversité, les compétences à travailler ensemble parce que c'est fondamental aujourd'hui. Tout va très vite. Tout change beaucoup. Et quand on a plusieurs cerveaux à disposition, c'est quand même dommage de ne pas les utiliser. Et que ce soit en interne avec les équipes, que ce soit en externe avec un réseau, avec de la confiance, de la bienveillance, mais quand même de l'exigence, parce que le but, c'est que la boîte, elle soit pérenne, rentable, donc c'est entre professionnels. Mais entre professionnels ne veut pas dire de façon autoritaire. Ça, c'est vraiment un état d'esprit chez les premières, c'est, qu'on disait, c'est bienveillance, mais exigence. Et on le retrouve à chaque niveau des accompagnements et de l'état d'esprit entre les femmes qui créent. Alors, toi, Nadia, c'est toi t'accompagnais avant, puisque tu accompagnais sur les fonds européens. Alors, ça fait comment de passer de l'accompagnatrice à l'accompagner? En fait, là, sur ce microcosme de l'entreprise et de l'innovation, je pars un peu de zéro. Donc, et en plus, comme tu le disais, en fait, sur les chiffres que tu as annoncés au début, sur le pourcentage de femmes dans l'entrepreneuriat et notamment dans l'entreprise innovante, c'est vrai que je rejoins ce que disait Séverine aussi sur toutes ces questions, ces doutes en fait, qu'on peut avoir. Alors, même si j'accompagne et je fais des formations pour aider les personnes à monter les dossiers, j'ai cette posture de formateur. Mais là, sur mon propre projet, j'ai vraiment la posture du stagiaire. Et c'est vrai que c'est particulier et c'est parfois difficile, comme tu disais,
que vous faites preuve, il y a de la bienveillance, il y a de l'exigence. Et c'est vrai que dans cette exigence, il y a des moments où on est confronté à des questions en fait, auxquelles on n'avait pas pensé, mais que vous nous posez. Et ces moments sont un peu difficiles où on se dit, mais là, j'arrive à un endroit, un moment où la question, je ne m'étais pas posé cette question-là, mais c'est vrai qu'il va falloir que j'y réponde parce que les financeurs vont aussi me poser cette question ou d'autres, mes clients vont me poser cette question. Et c'est vrai que cette exigence-là, eh ben, en fait, elle est primordiale. C'est-à-dire que ça nous permet aussi d'englober toutes les questions et d'avoir cette exigence d'aller au bout à des endroits où on n'a pas forcément non plus les compétences, comme disait Laurie, et d'avoir un cadre, une méthode qui nous pousse à aller chercher ces réponses qu'on n'a pas parce qu'on ne s'était même pas posé la question. Donc voilà, c'est vrai que cette posture de stagiaire et d'apprenant, c'est toujours important. Je pense qu'on a toujours des choses à apprendre et que il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour créer son entreprise. Il n'est jamais trop tard pour apprendre des nouvelles choses. Et comme tu disais, tout va très vite. Donc, c'est toujours… voilà, il faut toujours se renouveler. Et c'est vrai que l'accompagnement, ça nous aide aussi parce que les experts sont en veille sur des sujets. Donc, ils sont faits et ils sont faits des dernières choses, des derniers concours, des dernières aides financières, des dernières attentes des clients aussi. Il y a aussi ça, la veille sur le marché aussi. Comment évolue la consommation, donc l'accompagnement, c'est aussi c'est tout ce cadre là, c'est vraiment c'est primordial. Et cette exigence, bon, elle est parfois difficile, hein, voilà, parce qu'elle nous pousse un peu dans nos retranchements, mais elle est nécessaire. Donc, il y a la bienveillance aussi du groupe. Hein. On est toutes dans la même situation, un peu toutes dans le même bateau. Donc, on s'entraide aussi. On essaye de réfléchir pour les autres parfois, parce qu'on voit bien qu'il y a des moments où il faut peut-être un peu revoir ou pivoter ou revoir un peu notre marché ou notre position par rapport au marché. Donc, en fait, on essaye de réfléchir pour les autres. Dès qu'on voit des informations, on échange aussi sur Slack, sur des articles qui pourraient intéresser l'autre ou des nouveautés ou des concours qui pourraient intéresser les collègues qui sont avec nous dans la promotion. Donc, il y a cette bienveillance et cette exigence et les deux sont vraiment nécessaires. Merci Nadia. Et c'est vrai, je disais, comme par rapport au start, ce profil entrepreneur, on ne peut pas être dans une zone de confort dans tous les domaines. On a des zones de confort, on a des zones, bon ça va, et il y a des zones d'effort. Et naturellement, l'humain a tendance à aller quand même vers ces zones de confort. Hein. Je veux dire, il ne faut quand même pas tous maso. Mais du coup, il faut les pallier quand même, parce que ces zones où on est moins à l'aise, donc soit on s'entoure, soit on se forme, mais il faut avoir conscience. Ce que je disais, c'est que des fois, c'est des questions qu'on ne se pose pas, mais qu'on n'a pas forcément aussi envie de se poser. Et c'est vrai que l'accompagnement, des fois, ça fait mal aussi, mais c'est pour un bien, parce que le but, c'est d'assainir et de savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on ne les fait pas, et comment faire pour avancer vers une entreprise qui va être pérenne. Qui dit pérenne, ça ne veut pas dire devenir la superwoman. Qui dit pérenne, c'est avoir conscience et savoir prendre des bonnes décisions, aller vers des bonnes personnes. Et donc ça, c'est vrai que c'est tout au long de la création à différents niveaux. Mais comme on dit, la création d'entreprise, c'est comme la Bretagne, hein, il fait beau et il pleut plusieurs fois par jour. Là, c'est pareil, hein, vous allez faire super en mince, mais plusieurs fois par jour, parce que c'est pour le moral, voilà, il faut tenir sur la longueur, parce qu'en plus, c'est des sprints dans l'endurance. Donc, vu qu'aujourd'hui, le monde va vite, tu te dis, si je perds du temps, on va me rattraper. Donc, ce côté innovant aussi, c'est toujours avoir un coup d'avance, hein, parce que forcément, si vous faites quelque chose de génial, vous dites, voilà, quelqu'un va me copier. Alors après, il ne faut pas avoir peur non plus et tout cacher, parce que entre avoir l'idée et le faire, il y a plein de gens qui vont dire votre idée elle est géniale, mais jamais ils vont la mettre en place. Par contre, toujours avoir un coup d'avance, bien le mettre en place, voir comment on peut faire après, savoir pivoter, la réactivité, la flexibilité, l'adaptabilité, c'est fondamental. Et après, créer, c'est pas un saint graal en soi. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ça peut plaire à beaucoup de personnes, ça peut attirer. Après, il faut voir si ça correspond aussi à ce qu'on aime, à ses attentes, à ses besoins dans sa vie personnelle. C'est-à-dire que y a des fois, on aurait envie de quelque chose, mais c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être qu'il faut
se dire ça sera pour dans 6 mois ou je mûris ou parce que personnellement, en ce moment, c'est pas forcément le moment. Nous, on a des créatrices qui voulaient se lancer et qui finalement, avec le Covid, il y a le conjoint qui a eu c'est pas forcément évident au travail. Tu te dis, il va peut-être pas se mettre en position d'insécurité. Parce que déjà, l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques, mais il faut quand même être conscient un peu où on a et où on va et être sûr, on n'est jamais sûr à 100%, mais qu'au moins au démarrage, on soit serein au moment de prendre une décision. Donc ça pour nous, c'est fondamental d'analyser et de prendre en compte vos situations personnelles. Je veux dire, il n'y a pas du tout de honte. C'est pas je suis une businesswoman et voilà, tout ce qui est perso, je le laisse à côté. J'ai des enfants, et je gère avec des enfants. Nos 2 jumelles, elles ont chacune accouché quand même pendant la création de leur entreprise. À tour de rôle, on a eu du bol quand même. Quand même 3 enfants en 2 ans. Entreprise. Donc voilà, il n'y a pas. Voilà, nous, c'est notre taux. Il y a le taux de pérennisation à 3 ans qui est de 85% et il y a le taux de création de bébés qui est chaque année, on en a. C'est pas un frein, mais il faut quand même en prendre conscience aussi. Il ne faut pas le cacher. Les femmes, voilà, il y a ce moment de donner naissance et on le prend en compte. Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où on est serein avec la prise en compte de tout ce qui est l'environnement et sa situation personnelle, et au sein des premières, on peut en discuter. C'est pour ça aussi que cet incubateur où il y a des femmes et des équipes mixtes qui est dans cette bienveillance, ça n'empêche pas d'être exigeant, mais c'est important de se dire que le chef d'entreprise il est quand même fondamental au sein de son entreprise. Donc, il faut pouvoir aussi exprimer ses problèmes ou ses contretemps personnels, le prendre en compte et voir comment on peut apporter des solutions à l'ensemble. On est un tout. Laurie, si tu avais un conseil pour toutes celles qui veulent créer ou qui se sont déjà lancées, qu'est-ce que ce serait pour toi ce conseil avec ton expérience déjà de quelques années d'entrepreneur? Déjà qu'il ne faut pas vouloir mimer quoi que ce soit. Mimer un chef d'entreprise, mimer quelqu'un, mimer. En fait, il n'y a pas de to-do list, il n'y a pas de recette. Tu as des forces, tu as des faiblesses. Il faut compenser tes forces et développer comprendre tes faiblesses et travailler tes forces. Et que si tu y crois, les autres y croiront. Voilà. Super. C'est le seul conseil que je peux donner vraiment parce que chaque situation est indépendante. Mais voilà, ce que je vois beaucoup et les écueils que j'ai pu voir dans mon chemin, que j'ai eu aussi, c'est quand j'ai voulu mimer. Mimer le chef d'entreprise, on en t'en parlait, mimer le chef d'entreprise, le businesswoman, le businessman ou la businesswoman. Quand j'ai été finalement qu'on m'a dit ce qu'il fallait faire et que j'ai essayé d'appliquer et que c'était pas ma façon de faire en fait. Donc c'est là où souvent j'ai perdu des dents ou des plumes ou voilà, il faut être soi. Ok. Nadia, faut mettre le micro. C'est un peu dans la même veine que ce que dit Laurie. Moi, j'allais dire, faites-vous confiance, vraiment, parce que si vous avez une idée, elle n'est pas là par hasard, cette idée. Faites-vous accompagner, parce que au moins vous aurez un peu la légitimité de porter cette idée, mais surtout, en fait, de se faire confiance. En fait, on a souvent, c'est pour ça, je pense qu'il y a essentiellement moins de femmes que d'hommes dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on a toujours ces doutes et ces craintes qui nous retiennent un petit peu tant qu'on n'a pas tout, on a l'impression de ne pas tout maîtriser, on n'est pas compétente en tout. Mais ça, c'est tout le monde en fait. On ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Donc, il faut se faire confiance, il faut se faire accompagner. Il y a des sujets sur lesquels, si on n'a pas les compétences, avec un réseau, on peut aussi y travailler. On peut aussi embaucher des personnes ou s'associer avec des personnes qui ont d'autres compétences à nous apporter. Mais il ne faut pas attendre d'avoir toutes les clés pour démarrer. Il faut surtout y croire, avoir confiance en soi et aller au bout de cette idée et s'accrocher.
Parce que comme le disait Isabelle, il y a des hauts et des bas et il y a des moments où on a plutôt envie de décrocher pour retourner dans une zone de confort. C'est pas celle forcément où on va le plus s'épanouir, mais c'est celle où on se sentira peut-être plus en sécurité, sécurité financière ou morale. Et en fait, il faut s'accrocher parce que si vous avez l'idée de créer, vous en avez les capacités derrière et vous pouvez vous faire accompagner pour apprendre encore. Et je le redis, il vaut mieux tard que jamais. Enfin, et si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, allez-y, faites-vous accompagner, allez-y. Super, merci Nadia. Laure et Séverine, alors chacune. Alors, oui, pas mal de réactions par rapport à ça. Moi, je dirais que quand même, il ne faut pas foncer tête baissée. En fait, effectivement, il faut avoir confiance en son idée, même si on a beaucoup de doutes, mais si on le ressent en soi, il faut le faire. Par contre, de ne pas tout quitter, il faut, voilà, sans garde-fou, surtout en cette période-là. Je pense qu'il faut vraiment écouter ce que dit son entourage. Alors, pas forcément la famille, parce que la famille, elle se fera toujours du souci pour vous. Donc, ça a été le cas. C'est vrai qu'au début, finalement, ceux qui nous mettaient le plus le doute, c'était la famille. Les parents se disaient, oh là là, les deux quittent leur boulot. Il y en a une qui est fonctionnaire, mais ça ne va pas du tout. L'autre, elle a un bon boulot, elle quitte tout. C'est pas possible. Ils étaient quand même très, très inquiets. Par contre, c'est vrai qu'il faut rester ouvert à toutes les critiques parce que c'est ce qui nous construit. C'est ce qui construit le projet, c'est ce qui construit l'idée, c'est ce qui fait aussi qu'on va avoir les armes pour effectivement répondre, se structurer par la suite. Il faut se servir de tous ces retours, qu'ils soient positifs, négatifs, même bizarres. Des fois, nous, tellement on en a eu des gens qui nous ont dit des trucs bizarres, en fait, ils ne comprenaient pas du tout. Moi, je pense que autre chose aussi, c'est qu'il ne faut pas montrer trop sa peur. Mais par contre, il faut oser demander de l'aide. Et c'est pour ça que les premières, c'est important. À elles, on peut leur dire si on a peur. Mais à l'entourage ou quand on monte un business, pas trop dire, comme ne pas trop dire non plus, par exemple, quand vous présentez devant des financeurs, on a vraiment besoin d'argent. Voilà, ça, nous, on sait que c'est un truc qu'il ne faut pas trop dire. Après, voilà, apprenez peut-être aussi du chat. Nous, on aime beaucoup les chats. C'est vrai, ces techniques de séduction. Voilà, il faut être dans l'agilité, l'adresse. Il faut savoir retomber sur ses pattes. On a beaucoup à apprendre de ces petits animaux et je pense que voilà, pour un chat, les premières, c'est aussi un bon petit nid douillet. Donc, nous, en tout cas, on l'a vécu comme ça. On le vit encore comme un vrai soutien, quelque chose de rassurant, mais avec toute l'exigence et des fois, effectivement, comme tu disais, des fois, des petits passages douloureux où on a des questions qui sont presque évidentes, mais c'est vrai qu'on les mettait un peu de côté parce qu'on sait que ça, c'était pas notre zone de confort. Donc, oui, là-dessus, c'est quand même un vrai soutien et un super accompagnement. Donc, on est là pour témoigner, vous vous en doutez. Mais voilà, c'est vrai que… Moi, je dirais qu'il faut être… le conseil, c'est peut-être d'être très curieuse au début ou curieux, c'est-à-dire au début, se lancer de bon à apprendre autour. Nous, on avait fait les salons de l'entrepreneur. C'est comme ça que… Je ne sais pas si vous nous entendez. C'est bon? Parce qu'il y a notre connexion qui est instable. OK. Donc, on avait fait le salon de l'entrepreneur à Marseille. C'est comme ça qu'on a rencontré les premières. Et en fait, c'est en étant curieux ou curieuse au début que finalement, on s'entoure des bonnes personnes. On a pris toutes nos infos. On a pris le temps de vraiment voir ce qu'on voulait, dans quelle direction on voulait aller. Et puis, on est parti avec les premières et ça a été super. Et finalement, c'est ce qu'il nous fallait. Merci beaucoup. Je vous propose peut-être, je ne sais pas si vous avez des questions, alors soit de les mettre dans le chat, soit de les poser. Peut-être que vous avez des choses plus précises que vous voulez sur la création ou sur les témoignages. Isabelle, il y a une question dans le chat là. Que veut dire version blended? Je ne sais pas si tu as… Oui, alors, version blended, alors, oui, c'est toujours ces mots anglais maintenant, alors c'est un vrai lexique qu'il faut maintenant
d'ailleurs, on en a créé un, hein, parce que avec tous ces termes, d'ailleurs, s'il y a des termes que j'ai employés que vous ne savez pas, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de… Voilà, comme on dit, on ne peut pas être bon dans tout. Et alors, maintenant, chaque métier a ses termes, c'est un peu compliqué. Alors, blended, ça veut dire mixte. Donc, c'est mixte en quelque chose. Donc, ça peut être soit mixte, par exemple, en présentiel et en digital. Mais ça peut aussi être, quand vous êtes en digital, mixte entre du contenu en ligne et des masterclass tous ensemble. Donc, nous, le but, c'est justement de développer toutes ces différentes versions pour s'adapter, c'est-à-dire un peu présentiel, un peu digital, parce que à la fois, on s'est aperçu que ce n'est pas forcément évident, surtout en ce moment, d'être tout en présentiel, mais aussi que des gens qui sont un peu plus loin, hein, comme Nadia, il y a des fois, ça aurait été pratique peut-être d'avoir une partie un peu plus à distance, mais que le présentiel est fondamental, parce que c'est quand même cet humain se liant. Alors, on essaye avec les Zooms, mais rien de tel quand même que de partager quelque chose en vrai et de se voir. Bon, l'humain est quand même fait pour ça. Et après, c'est quand on est 100% digital, c'est à la fois un petit peu du contenu qu'on vous pousse en amont, où vous travaillez tout seul avec des quiz, une montée en compétences, mais surtout cette partie challenge avec l'expert et avec les autres qu'on fait en masterclass présentiel. Parce que tout seul, voilà, c'est pas du tout notre objectif que vous formiez tout seul. Nous, on était vraiment basés sur cette intelligence collective. Et l'objectif, c'est que quelles que soient les méthodes qu'on emploie aujourd'hui pour accompagner, c'est d'arriver à mixer au maximum pour qu'il y ait le plus de personnes qui puissent à la fois y avoir accès, mais qu'on garde la qualité finale aussi des relations humaines et des rencontres. Alors, les ateliers présentiels, ils se font principalement à Aix, Marseille, ou Aix ou Marseille, ou les deux, selon les promos, où est-ce que les gens sont. On en a aussi sur Arles, dans ces fameux programmes adossés. Et sur la Côte d'Azur, c'est plutôt Cannes ou Nice, mais on peut aussi faire Sofia. En fait, quand il y a une promo, on s'adapte aussi d'où les gens viennent. C'est-à-dire que si tout le monde est de Aix, on ne fera pas d'atelier sur Marseille et vice-versa. Après, plus on grandit, l'objectif aussi est de pouvoir peut-être délocaliser du présentiel sur d'autres zones. C'est-à-dire que peut-être que sur des promos qui ne sont pas au même niveau, mais par exemple sur des ateliers soft skills de posture, se dire vous n'êtes pas au même état d'avancement, mais tout le monde a besoin de travailler sa posture et vous êtes tous sur cette zone-là, donc on fait déplacer l'expert sur cette zone pour que ce soit en présentiel, pour avoir quand même le maximum de rencontres physiques et humaines qui puissent être adaptées au public qu'on a. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à nos intervenantes? Les particularités d'Arles. Alors, Arles, c'est une zone où il y a eu un programme de la région dans zone de revitalisation rurale. Donc, du coup, on nous a demandé d'intervenir là-bas, mais ce qui a permis d'avoir des financements pour que, par exemple, les starts et les go soient gratuits. Donc, on répond à des appels d'offres, à des appels à projets, aussi sur certaines subventions. Ça peut être aussi par les partenaires privés comme le Crédit Agricole qui avait aussi par rapport à sa vocation intérêt à soutenir sur certaines zones. Et du coup, à Arles, en effet, alors le programme devait se terminer au 31/12. Avec le Covid, il a été prolongé. Donc, du coup, il y a encore certains programmes avec de la gratuité sur Arles. Après, on est adossé à la fabrique à entreprendre d'Arles, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'antenne. La fabrique à entreprendre qui est gérée par Initiative, donc on travaille en très proche collaboration. On travaille en très proche collaboration en général avec les plateformes Initiative, puisque c'est quand même des gros financeurs de la création d'entreprises. Mais sur Arles en particulier, on est hébergé à la fabrique. Et après, on développe donc les programmes Start, donc d'émergence, Go de création. C'est vrai qu'on a certains Play et Boost, mais c'est vrai que souvent, quand ils sont sur Arles, ils viennent aussi sur Aix parce que leur intérêt, c'est de rencontrer aussi d'autres chefs d'entreprise du territoire global et pas rester que sur le territoire arlésien où ils se connaissent déjà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Alors, il y en a d'autres. Alors, question aux créatrices. Donc, écoutez bien. Alors, est-ce que votre modèle économique initial, je veux dire votre idée initiale, a été modifiée grâce à l'accompagnement et au conseil du réseau? Je ne sais pas qui veut répondre. Nous, on peut répondre. Alors, allez-y. Alors, nous, effectivement, notre idée initiale était plutôt orientée sur les particuliers, sur comment les particuliers peuvent décorer une pièce, un salon, une salle à manger assez facilement. Ça, c'était vraiment notre idée initiale. Et finalement, donc, en déroulant notre projet, on s'est rendu compte que on avait tout un secteur qu'on n'avait pas vu, c'était celui des professionnels. Donc là, aujourd'hui, maintenant, on travaille avec les cabinets médicaux, avec les promoteurs immobiliers constructeurs, les agences immobilières. Tout ça, on ne l'avait pas forcément vu dès le départ. Et finalement, aujourd'hui, notre chiffre d'affaires se fait à 70% pour les professionnels et que 30% environ sur les particuliers. Donc, on est resté sur notre idée, mais on l'a remodelée, repensée au fur et à mesure des ateliers, des premières. Et c'est avec le fait de se faire challenger qu'on en est venu à se dire il faut vraiment qu'on développe les pros. Nadia ou Laurie, vous voulez intervenir? Nadia? Oui. En fait, c'est vrai que l'orientation au début, on idéalise un petit peu. C'est vrai, on s'imagine qu'on va vendre notre produit aux clients comme ça, et ce qu'on appelle le B2C. Donc ça fait partie du jargon. Le jargon aussi, c'est important aussi de se faire accompagner sur ça parce qu'il y a des moments où les termes qui sont employés après par les banquiers et autres, voilà, on est un peu dépassé. Mais le B2C, c'est directement aux clients. Donc moi, j'étais partie sur cette idée-là de vendre directement à des clients. Mais mes clients, il m'en fallait beaucoup, beaucoup pour arriver à avoir un chiffre d'affaires intéressant. Donc là, aujourd'hui, je pars un peu sur le B2B aussi, c'est-à-dire business to business et aller vers des professionnels aussi, des prescripteurs pour mon projet. Donc, pour moi, c'est des mutuelles ou des assurances qui peuvent être prescripteurs pour aider les personnes à mieux manger. Et c'est vrai que ça, cette réflexion-là, au début, je ne l'avais pas trop. Pour moi, le produit allait se vendre aux clients. Mais en fait, quand on met à plat tout notre prévisionnel, en fait, on s'aperçoit que pour des clients, il en faudrait vraiment beaucoup. Et là, après, c'est tous des frais de communication et autres qui s'ajoutent auxquels qu'on n'avait pas forcément chiffré, avec des risques aussi qui s'ajoutent qu'on n'avait pas anticipé. Donc oui, entre ce que j'avais imaginé au départ et ce que je propose, ce vers quoi je vais aujourd'hui, il y a eu vraiment du changement sur le business plan. Laurie, tu as quelque chose à ajouter? Un peu dans la même veine, oui, en effet, quand on part avec une idée, puisque donc on a intégré le programme Boost pour notre produit automatique qui s'appelle RetroData, qui s'appelait pas RetroData au début d'ailleurs. Et pendant l'accompagnement, il a même changé de nom, nous, carrément. Et en effet, on a appris à mieux cibler sa clientèle. Celle qu'on pensait au départ n'est pas du tout celle qu'on cible aujourd'hui. C'est Justine, un joli chat. Du coup, et non, bah, le fait de réfléchir avec des gens qui ont l'expertise, ça ouvre d'autres portes que celles que tu as vues avec tes yeux à toi. Donc, c'est ça qui est formidable. C'est qu'en effet, on part d'un embryon et qu'on en fasse une vraie idée qui va être commercialisée, un vrai produit avec des vraies cibles, une vraie canal de commercialisation. Voilà, ça sert à ça, l'accompagnement, pour moi. Non, non, mais c'est vrai. Et ce qui est fondamental, c'est que les idées, c'est justement, c'est une idée. Que ce soit dans tous les différents programmes, on dit il faut l'appliquer et la mettre en pratique pour voir si l'idée, elle correspond à un marché. Parce que toute idée, vous allez voir, il y a des gens où vous leur dites c'est cette idée et ils vont dire oh, c'est génial. Et puis là, tu dis tu payerais combien? Ah ben non, je ne vais pas payer. Nous, on a eu un exemple de créateurs qui faisaient des cookies, alors sans gluten, avec toute une particularité innovante. Et ils nous ont dit, mais moi, mon idée, elle est super parce que je suis allée sur le terrain et ça a super bien marché.
Ah bon? Ben ouais, j'ai distribué gratuitement les cookies, mais tout le monde les a mangés. Enfin, qui ne mange pas des cookies, quoi? Enfin, franchement, surtout s'ils sont sans gluten, sans lactose, super bio, super bon. À partir du moment où tu dis que ton cookies, il vaut 5 euros, du coup, les gens, voilà, ça a beau être bio, bon et tout, achètent moins. Et après, justement, c'est une question aussi de plus-value, de valeur ajoutée. C'est-à-dire que si vous avez un produit où vous faites beaucoup de valeur, vous avez besoin d'en vendre moins. Si vous avez un produit où il y a une faible valeur, il faut en vendre beaucoup. Et il faut réaliser que quand vous vendez aux particuliers, ben, il faut faire ça démultiplier plein de fois. Mais qui dit démultiplier plein de fois, c'est pas parce que vous êtes sur une plateforme. Les gens confondent aussi un magasin où on te dit il y a des coûts sur un magasin. Ouais, mais un magasin, tu as quand même des gens qui viennent. Quand tu es sur Internet, tu n'as peut-être pas beaucoup de coûts parce que maintenant on peut faire des sites rapidement, mais tu es perdu au milieu de tout le monde. Le coût pour arriver à faire attirer des gens sur votre site, sur votre plateforme, surtout, c'est un coût mais monumental. Et quand on dit, bah oui, mais moi je vais mettre des sponsors, mais les sponsors, ils viennent que quand vous avez une communauté. Donc ça aussi, c'est l'utopie de croire que quand on a un site en ligne, les gens vont venir et acheter. D'où l'idée de se dire B2B, B2C, peut-être dans un premier temps B2B parce que je cible des professionnels que je peux rencontrer. Ça n'empêche pas de garder son idée après, d'élargir, de démocratiser. Mais au départ, vous ne pourrez pas développer votre entreprise si vous n'avez pas d'argent. Si vous ne faites pas du chiffre d'affaires. Il y a un moment donné, c'est la base. Et puis, il faut aussi vous payer parce que alors, les femmes ont plus tendance, sans vraiment mettre stéréotype, à se dire que le développement de l'entreprise, des valeurs et de l'idée passe avant le fait de se payer. Mais bon, comme dit, en fonction de la situation personnelle, il faut quand même savoir à partir de quand ça va bloquer. Et de toute façon, à un moment donné, quand vous faites des business plans, vous devez inclure votre salaire dedans parce que si vous ne l'incluez pas au démarrage, vous ne l'inclurez jamais. Et vous ne pouvez pas être périn si vous ne vous payez pas. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver la bonne idée. Après, il faut trouver l'idée qui va vous faire gagner de l'argent. Et on ne parle pas de devenir capitaliste et tout, c'est de gagner de l'argent au moins, se payer, payer les gens, payer les développeurs, payer de la communication. Voilà, donc ça, c'est vraiment important d'avoir une idée qui finalement se transforme en business model, c'est-à-dire une idée qui va faire que l'entreprise va gagner de l'argent. Alors, j'ai une autre question. J'ai dans l'idée de créer une entreprise de production artistique. Est-ce que vous faites aussi de l'accompagnement dans ce domaine? Alors, nous, on ne fait pas des domaines. Enfin, on fait tous les domaines, en fait. La notion, c'est vraiment, je veux créer, alors pas dans le start où c'est vraiment de la grande émergence et on aide à se structurer son plan sur un BMC et on recommande d'autres structures d'accompagnement, pas que la nôtre, on vous présente tout l'écosystème. Parce qu'en effet, si vous voulez créer une pizzeria à un endroit, notre accompagnement sur la valeur ajoutée de l'innovation ne va pas forcément être fondamental pour vous. Par contre, nous, on accompagne des entreprises qui ont vocation à créer de l'emploi à moyen terme, hein, pas forcément au démarrage, et à y insuffler de l'innovation, c'est-à-dire une valeur ajoutée. Et on vous aide aussi, que ce soit une innovation avérée ou en devenir, c'est-à-dire que votre idée, c'est de dire peut-être j'y arrive pas tout seul, mais je voudrais. Donc, production artistique, pourquoi pas, mais c'est un peu vaste. Il faudrait regarder, en tout cas, quelle est votre idée, en discuter. Donc, comme je dis, pour un start, il y a pas, on foudra tout et après, en discuter. Nous, on est beaucoup au cas par cas, que ce soit pour votre situation personnelle, financière, de projet. Il faut que ça soit, faut que ce soit bénéfique pour vous parce que peut-être c'est plus intéressant de vous faire accompagner par une autre structure qui est dans l'économie sociale et solidaire, qui est plus dans les domaines artistiques. Voilà, le tout, c'est que vous trouviez la bonne structure qui vous convienne. Est-ce qu'il y a encore des questions? Vous n'êtes pas très, très bavard là sur le chat. Parce qu'on est quand même là pour répondre. Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous voulez que nos créatrices entrepreneurs vous parlent de quelque chose en particulier qu'on n'a pas abordé? Bon, alors je vais retourner vers les créatrices et les entrepreneurs. Est-ce qu'il y a quelque chose avez-vous des partenaires pour gérer le handicap? Alors, nous, on est en train d'être labellisé Calliope. Donc, on a un référent handicap dans la structure. Donc, on travaille avec des partenaires, même que ce soit au niveau des lieux ou
au niveau d'autres besoins en prenant en compte le handicap. On travaille aussi avec des structures qui permettent, si vous avez été reconnu handicapé, d'avoir des financements jusqu'à 5 000 € sur la création d'entreprises. Donc oui, on le prend en compte, on essaie d'avoir vraiment des réponses aux besoins et on demande au moins en amont aussi quelles peuvent être les problématiques pour chaque créatrice qui viennent pour pouvoir y répondre. Donc après, je ne sais pas, selon le type de handicap, on a ou des réponses déjà parce qu'on a déjà eu à y faire face, ou alors trouver des solutions qui peuvent correspondre. L'accompagnement à distance est aussi une réponse parce qu'on avait des personnes qui ne pouvaient pas se permettre de se déplacer tout le temps. Donc, c'est aussi une réponse à certains types de handicap. On essaye aussi de développer à distance et présentiel en même temps, c'est-à-dire que certaines personnes sont en présentiel et d'autres sont à distance. Donc, on va aussi mettre ça en place. Voilà, donc oui, on le prend en compte en tout cas. Alors, il est vrai que c'est bien. Alors, quelqu'un qui me dit, j'ai plutôt un objectif de micro-entrepreneuriat, ce n'est pas exactement la même chose. Néanmoins, ça applique en partie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, comme je disais, le statut n'intervient pas sur le démarrage. C'est-à-dire, on doit quand même, bien qu'on soit en micro-entreprise, son objectif peut-être est d'être freelance en micro-entreprise. Le démarrage, c'est de se poser quand même les bonnes questions de qu'est-ce que je vends, à qui et en quoi j'ai des compétences et en quoi j'ai des creux. La micro-entreprise peut être soit un statut définitif, soit un statut temporaire. Parce que, par exemple, quand on décide de tester son marché, des fois, on se dit, moi, j'aimerais bien moi, je teste mon marché. Si je vends, je veux du chiffre d'affaires. Si je veux du chiffre d'affaires, il faut que je facture. Donc, nous, on vous aide aussi à vous proposer des structures temporaires, que ce soit dans le programme Go ou en démarrage de Play, de se dire, essayez et on va voir, en effet, si vous trouvez vos clients et si vous réussissez. Et ça peut être de la micro-entreprise, ça peut être du portage salarial, ça peut être une couveuse. Et ça va dépendre de votre activité, ça va dépendre de votre situation personnelle. Parce que si vous créez une micro-entreprise alors que vous êtes au chômage, dès que vous montez du chiffre d'affaires, on va vous baisser le chômage. Donc, on travaille avec vous sur les meilleures solutions à trouver. Mais en effet, quoi de mieux de créer une structure temporaire et d'essayer de se confronter à la réalité du terrain en vendant. Mais la micro-entreprise peut être une solution à terme. Ça dépend vraiment de votre activité. Nous, on n'accompagne pas en Go si votre but est d'être freelance. Mais par contre, comme je dis, le start, il y a beaucoup d'entreprises, de gens même qui sont déjà créés. Comme on dit, on ne fait pas forcément tout dans l'ordre au démarrage, mais qui veulent vraiment se rassurer aussi et challenger pour être sûr qu'ils partent dans la bonne direction. Alors, Laure et Séverine, vous disiez qu'avant de vous lancer, vous aviez quitté vos anciens boulots. À quel point est-ce compatible de garder une activité professionnelle et en même temps de démarrer un projet entrepreneurial? C'est pas très, très simple en tout cas. Nous, effectivement, on a commencé à réfléchir à notre projet alors qu'on était toutes les deux encore salariées. Donc, on travaillait sur le projet ensemble le week-end quand on pouvait. Mais quand on a vraiment décidé de quitter nos anciens boulots, et là, on était à 100%, là, vraiment, ça a pris vraiment de l'ampleur. Sinon, avant, on était… il faut dans tous les cas être à 100% pour pouvoir avancer vite. Cependant, on peut commencer à préparer le terrain même en étant salarié, mais c'est pas facile. Ce qu'il faut peut-être demander, moi, ce que j'avais demandé quand l'idée émergeait, mais que je n'avais pas encore quitté mon travail, c'est que j'avais demandé à être à 80% pour avoir une journée dédiée qu'au projet, pour aller tester, pour commencer un peu une étude de marché, même si ça partait un peu dans tous les sens, parce que je n'avais pas encore rencontré les premières. Si, à mon avis, tu es accompagné par les premières dès le début et que tu as encore ton emploi, peut-être effectivement demander un aménagement de temps ou de se dire tout simplement, si tu as l'énergie, de le faire le week-end, le soir. Après, je ne dis pas qu'à la longue, ça peut être épuisant. Mais suivre les ateliers, ça se passe en journée. Donc après, je ne vois pas comment ça peut être possible en même temps travailler et en même temps suivre les ateliers. Je ne sais pas, Isa, comment tu vois ça, toi, mais… Alors, ça dépend beaucoup parce que nous, on a des gens, par exemple, qui sont en profession libérale
et qui veulent créer leur entreprise. Donc après, en effet, ils mettent des rendez-vous en fonction du timing et des ateliers. Quand on est en salarié, c'est plus compliqué de suivre l'atelier. Ou à Arles, qui est une zone où les gens entreprennent et travaillent en même temps, encore plus qu'ailleurs, parce qu'ils ont besoin de revenus complémentaires au démarrage. On avait fixé, par exemple, que les réunions étaient toujours les jeudis. Et du coup, soit ils prenaient une disponibilité, soit ils avaient demandé un 80 en évitant les jeudis, par exemple. Il ne faut pas tout lâcher sans avoir de sécurité. C'est toujours le bon timing. Mais comme disait, j'ai entendu Séverine disait rupture conventionnelle. Voilà. Par contre, il faut essayer de négocier pour avoir du chômage. Si vous pouvez, hein, si vous êtes salarié. Après, quand on est en profession libérale, c'est plus compliqué, mais on peut faire de l'aménagement et peut-être descendre progressivement son chiffre d'affaires. Ça dépend aussi si vous avez une famille, ça dépend si vous avez des enfants, parce que c'est plus dur de travailler le soir et les week-ends, ça dépend de la disponibilité. Ça peut être fait pendant un certain temps, mais en effet, à un moment donné, il faudra passer à temps plein si vous voulez avoir le temps, l'énergie et aller vite, parce que quand on monte, on ne peut pas tout faire à 50%. Après, ça dépend si vous êtes seul ou si vous êtes 3 ou 4. Hein. C'est sûr que si vous répartissez les tâches, il y en a, certains peuvent continuer à travailler quand d'autres sont à 100%. C'est vraiment une analyse à voir en fonction de votre situation. Mais il y a quand même un moment où il faudra vraiment être à 100%. Le tout est de trouver le bon timing quand on lâche et qu'on ne lâche pas sans rien. Alors, je suis convaincue que l'accompagnement est indispensable pour se lancer. Et celui que vous proposez à vraiment bien penser. Dans l'immédiat, il m'est impossible d'envisager cette charge financière. D'accord. Après, voilà, les accompagnements, en effet, sont payants, bien que déjà très fortement subventionnés, parce que vous imaginez qu'un programme à 160 heures d'accompagnement sur 6 mois, ça ne vaut pas 3 000 €. Ça fait… ça paraît beaucoup, mais en fait, ça vaut beaucoup plus que le double. Nous, on a déjà des subventions et notre objectif, c'est de faire baisser ce tarif pour que les gens puissent y avoir accès. D'où certains programmes sur certaines zones plus zones sensibles où on a des aides. Mais venez quand même nous en parler parce qu'on a des mécènes privés, qui aussi peuvent venir dans certains cas, intéressés à faire un financement sur certains types d'activités parce que ça correspond à ce dont ils veulent faire la promotion dans leur entreprise. Voilà, le but est d'essayer de trouver un moyen que vous puissiez avoir accès, mais en effet, ce n'est pas gratuit. Si vous avez des CPF, si vous êtes par exemple auto-entrepreneur, dès que vous avez rentré un pourcentage, un chiffre d'affaires dès le démarrage, vous avez droit aussi à des frais de formation qui vont être jusqu'à 2 000 € sur l'année. Donc, il y a plein de moyens d'essayer de trouver quand même des financements, mais peut-être vous ne les connaissez pas. Donc, n'hésitez pas à prendre contact pour qu'on analyse avec vous à combien on pourrait trouver pour vous aider à financer ces formations qu'on propose. Non. Alors, la prise en charge, la question par le Pôle emploi, ce n'est pas possible par le Pôle emploi. Alors, le Pôle emploi travaille sur des appels à projets nationaux avec des personnes référencées. C'est BGE qui a eu ce marché, mais qui a un certain type d'accompagnement qui peut être bien sur certains types de projets, mais pas forcément pour l'innovation. Mais selon votre projet, ça peut être intéressant. BGE, c'est les boutiques de gestion des entreprises. Par contre, dans certaines régions, la région a décidé que l'entrepreneuriat était à soutenir et donc finance via Pôle emploi. Dans notre région, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la priorité sur l'entrepreneuriat. Et du coup, ce n'est pas parce que vous êtes à Pôle emploi que vos accompagnements en création d'entreprise vont être financés. À part si vous prenez ceux qui sont proposés par Pôle emploi, mais voilà, qui ne sont pas forcément aussi étoffés que ce qu'on peut faire. Mais malheureusement, non. Après, bénéficiaires du RSA, parfois, on a des programmes START qui sont gratuits pour des bénéficiaires RSA, QPV. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut venir nous en parler en fonction de où vous êtes en localisation et aussi des aides qu'on peut recevoir ponctuellement par rapport à des appels à projets. On peut regarder ensemble. En faites-vous des formations plus courtes sur des sujets ponctuels comme la communication digitale, le marketing? Alors, on est en train d'y travailler
parce qu'on s'est aperçu bien sûr que dans un programme de 6 mois, il y avait des modules et que certaines personnes pouvaient être intéressées par juste certains modules. Et le fait de développer notre offre en digital va le permettre. Donc, ça sera plutôt l'année prochaine de pouvoir offrir la possibilité de se former sur un module. Alors, ça ne sera pas qu'un module, parce que notre but n'est pas de faire, ce que j'ai dit, la formation digitale à 100%, mais ça sera plutôt module plus rendez-vous expert pour pouvoir l'appliquer à votre projet, mais que sur une thématique. Donc, on est en train de monter ça. À partir de janvier, vous aurez beaucoup plus d'accès à des formations plus petits formats. Alors, est-ce que l'idée de commencer son activité en portage salarial est quelque chose que vous recommandez? On ne peut pas dire, ça dépend vraiment de votre situation. Peut-être que le portage salarial peut être une solution pour vous, comme ça peut être de l'auto-entreprise, comme d'aller dans une couveuse. Ça dépend vraiment de votre secteur d'activité, puisque le portage salarial, quand c'est pour du service, ça peut être intéressant. Si vous avez des produits, ça l'est nettement moins. Donc ça, c'est à analyser. Mais commencer avec une structure temporaire peut être intéressant parce qu'on se met moins en risque. On teste et si ça marche, on peut décider après de comment on va créer sa structure entreprise. Donc oui, c'est bien de commencer avec une structure qui n'est pas forcément la définitive. Le tout est de savoir laquelle est le mieux. Donc ça, il faut en parler. Pour un rendez-vous, on peut vous contacter à ce mail. Oui, hello@lespremieressuites.com, tout à fait. Alors après, on va revenir après aux questions, mais je voulais vous dire que puisque vous êtes inscrite à ce webinaire, à la fin de la journée, on va vous envoyer le lien avec le replay. Bon, pour ceux aussi qui n'ont pas pu le voir, même s'il va manquer le début, puisque j'ai oublié d'enregistrer. Mais surtout, on va vous envoyer un lien vers un questionnaire. Vous allez pouvoir nous donner plus d'informations sur votre projet, où vous en êtes et vos besoins. Du coup, on va vous convier ensuite, donc le lundi et mardi, lundi après-midi et mardi toute la journée, sur des rendez-vous, soit en petits groupes parce que vous êtes au même stade, soit en individuel si vous êtes déjà un peu plus avancé avec nous. Donc au démarrage, c'était le 7 sur Arles, le 8 au matin sur Marseille et le 8 après-midi sur Aix. Mais on va tout faire en ligne parce qu'on n'a pas le droit de regrouper beaucoup de personnes dans des lieux. Et puis bon, c'est pas très… il vaut mieux qu'on soit sain pour Noël. On va éviter de faire des regroupements juste avant. Donc, du coup, on vous demandera aussi quels sont les créneaux que vous préférez et on essaiera de vous fixer les rendez-vous sur les créneaux entre le lundi 7 après-midi et le mardi 8 dans la journée pour qu'on puisse discuter plus en individuel de vos projets, de vos problématiques précises, du stade d'avancement. Voilà, donc on va vous envoyer tout ça dans la soirée. Et du coup, après, on va dépouiller, entre guillemets, et essayer de faire des regroupements ou des rendez-vous individuels. Et ça sera fait pour les 3 webinaires. Pour ceux qui assistent à d'autres webinaires, vous recevrez 3 liens avec les 3 replays et 3 liens avec les 3 questionnaires, parce que chacun va organiser ses rendez-vous individuels d'une façon différente, avec des rencontres, pour la franchise avec des franchisés. Voilà. Donc, ça sera intéressant pour aller plus en détail dans chacun de vos cas. Alors, il y a des grands merci aux intervenantes, félicitations, inspirant d'entendre vos projets. Je ne sais pas si les intervenantes veulent encore dire un petit mot. Peut-être quelles sont leurs phrases, leurs leitmotiv quand elles sont dans les creux, quelque chose… soit des fois c'est des citations, soit c'est de penser à quelque chose qui fait qu'on peut voir que chacun peut se booster de façon différente. Soit c'est du chocolat, j'en sais rien. Oui, nous on en a une qui nous fait beaucoup rigoler. Ça c'est le message vraiment entre nous où on est au plus bas du plus bas quand on se dit ça. On se dit, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. On veut ou ce qu'on peut? Ce qu'on peut avec le temps qu'on a, avec voilà, c'est sûr qu'avec les grossesses et les 2 bébés, ça a été compliqué. Donc c'est vrai que cette année, on se les dit souvent quand même. On se dit, c'est pas grave, t'inquiète pas, on fait ce qu'on peut. Bon, c'est vrai qu'après, on est humain, hein, l'entrepreneuriat, c'est compliqué, mais c'est quand même réalisable. C'est ça aussi le message, hein, c'est que c'est tout à fait faisable. Bon, Nadia?
J'ai pas vraiment de phrase. J'ai une image en tête que tu m'avais envoyée, Isabelle, parce qu'il y a des moments où je me trouvais un peu au pied d'une montagne, parce qu'à chaque fois, en avançant dans le projet, il y a des moments où on a l'impression on va y arriver, qu'on est au bout, et puis quand on est dans le creux, on a la montagne en face. Donc bon, voilà, c'est étape par étape. De toute manière, moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est j'ai pas fait tout ça pour rien. Maintenant, je vais au bout. Donc, à chaque fois, voilà, j'avance comme ça en me disant tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, les heures passées, je ne vais pas tout lâcher. C'est trop dommage, je vais au bout. Donc, chaque fois, à chaque étape, je surmonte les nouvelles difficultés. Et puis, en étant accompagnée, forcément, ça aide. Et puis, on est tous, voilà, avec les autres aussi avec qui on est dans le groupe, on est tous un peu à un moment donné, soit en haut, soit en bas. Donc, parfois, on est en haut, on aide ceux qui sont en bas à remonter. Et des fois, c'est l'inverse. Donc, voilà, on s'entraide aussi. Donc, l'idée, on avance et tout ce qu'on a fait, c'est pas pour rien. Et puis, même si vraiment ça marchait pas, c'est une belle aventure aussi. C'est important d'essayer en tout cas et d'essayer d'aller au bout. Super, ouais, ben c'est ça. Hein. De toute façon, il faut garder la vision globale qui est le haut de la montagne, mais après, il faut s'attaquer pas à pas parce que sinon, tu es démoralisé avant même de commencer. Et toi, Laurie, alors, une phrase percutante? Alors oui, alors moi j'ai quelqu'un qui me plaît beaucoup puisque donc je jouais, tu l'as dit tout à l'heure, je joue au foot depuis que j'ai 8 ans et j'ai un joueur de foot que je trouve très inspirant du fait qu'il de sa personnalité, c'est Zlatan Ibrahimovic et il dit le talent c'est l'audace que les autres n'ont pas. Donc voilà, moi c'est mon truc et je relis 2-3 citations de Zlatan et je me dis bon, cet ego de ouf qui a fait que c'est le meilleur avant-centre du monde pendant très longtemps, qu'il a jamais été reconnu parce que justement il manque d'humilité complète. Bah, ce mec-là, il me fait rire et je me dis bon, ça va finalement, j'ai de la marge. Voilà. Et mais n'empêche qu'il il donne la patate et tu te dis pour arriver à dire des trucs comme ça, c'est ouf quoi. Donc voilà, c'est lui. Mon inspiration, c'est Zlatan Ibrahimovic. Non, mais et il faut, hein, dans la vie, il faut. Ça peut être des images. Moi, je sais que quand ça va pas du tout, j'imagine, parce que j'ai toujours aimé les cités d'or, l'Amérique du Sud. Bon, j'ai eu la chance d'y aller, mais c'est de voir un condor et de te dire, mais la vision en haut, ça doit être top. Toi, tu es déjà en haut de la montagne, mais lui, il est encore plus haut et il voit et il regarde et ça te donne, voilà, ça te donne envie de prendre de la hauteur et de te dire, bah, des fois, il faut sortir un peu de ta vision mais ça peut être ça, comme ça peut être des phrases d'Einstein. Enfin, pareil, pour pas tomber, voilà, le seul moyen de pas tomber à vélo, c'est qu'il faut continuer à avancer. Ben, là, c'est un peu pareil hein, dans l'entrepreneuriat. Voilà, il faut se trouver des moyens de se ressourcer. Ça peut être d'aller faire du spa, comme il y en a, ça peut être d'aller faire du trail. Il ne faut pas se dire, ben, comme je suis dans l'entreprise, il faut que je sois, que j'aille, je suis sportive, que je fasse ci, que je fasse ça. C'est chacun a besoin de retrouver. Et c'est vrai que voilà, il faut s'inspirer. Et c'est aussi pour ça qu'on avait fait un podcast. Je ne sais pas si vous avez écouté les podcasts Les Exceptionnels. Vous pouvez aller voir ça. C'est des femmes chefs d'entreprise de 22 ans. Laurie en fait partie, hein, de 22 ans à 66 ans qui racontent leur expérience. Ça peut être des reprises d'entreprises familiales, pas familiales, des créations à plusieurs, seules. Et chaque fois, c'est en 2 épisodes, c'est ma vie avant d'avoir créé et ma vie après. Et tu vois des parcours, mais étonnants. Et tu te dis, mais finalement, peu importe d'où on vient, par où on est passé, elles en sont là et elles racontent leurs problématiques, mais comment elles ont fait face. Mais dans des métiers en plus dits masculins, donc tu as le vin, tu as les voitures automobiles, tu as les algorithmes, tu as je sais plus, il y a des chercheurs dans la biologie, il y en a plein. Et se dire, ben voilà, c'est inspirant d'écouter ces femmes-là parce que. Et c'est marrant parce qu'elles ne voulaient pas passer. Ce que je disais, c'est que l'ego, les femmes ne sont pas vraiment souvent, enfin certaines à se mettre en avant et elles ne voulaient pas passer, dire non, j'ai pas envie de me mettre en avant. Et quand on leur a dit, mais c'est pas pour se mettre en avant, c'est pour montrer à toutes ces femmes qui ont envie et qui forcément n'osent pas forcément parce qu'ils disent moi j'habite loin, moi je suis dans des métiers où il n'y a pas de place pour les femmes, moi j'ai pas un bac plus 6 et elle leur dit mais vous allez en inspirer d'autres et là du coup elles ont accepté parce qu'elle s'est dit ben, en effet mon témoignage de ma vie simple, j'étais gouvernante d'hôtel et d'un coup je fais de la création de maisons à Ossature-Bois. Il y a des trucs épatants quoi.
Et voilà, de temps en temps, c'est sympa aussi de les écouter, de se dire, bah attends, et puis elles vous disent qu'il y a eu des creux et voilà, des creux et des bosses. Hein. Donc ça, voilà, c'est important de trouver son inspiration. Voilà. Ah, il y a une question, manquez-vous de crédibilité parfois en tant que chef d'entreprise femme? C'est ma question préférée, ça. Vas-y, Laurie. Non, alors non, mais autant que... En fait, ce qui est pas important, c'est pas d'être une femme, c'est pas d'être un homme, c'est d'être chef d'entreprise, c'est d'incarner le fait de diriger une entreprise, d'être une femme, d'être un lapin ou d'être un cochon d'Inde, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est la responsabilité que tu prends au quotidien. Et celui qui me manque, moi personnellement, quand on met en doute ma crédibilité, c'est arrivé une fois. Je peux vous dire que ça leur a passé l'envie de le faire, mais il faut se battre aussi pour ça. Il faut se battre aussi pour dire ça n'a rien à voir. Le genre n'a rien à voir avec le fait d'être un bon ou un mauvais chef d'entreprise. Enfin, il faut arrêter de genrer des choses qui n'ont rien à voir avec le genre. Être un bon chef d'entreprise, c'est pas être un homme. Ça se saurait, sinon on aurait une croissance économique qui toucherait des sommets mondiaux. On a bons et des mauvais. Et ben voilà, ben ça n'a rien à voir. Et surtout, si j'ai un message, c'est qu'il faut surtout pas se laisser déstabiliser par ce genre de stupidité. Être un chef d'entreprise, c'est être un chef d'entreprise. Ça n'a pas de genre. Bon, vous avez compris, hein? Oui. Alors, je me permets, parce que c'est moi qui ai posé la question. Ah et c'est oui. vrai qu'à l'écrit, c'est pas toujours évident de faire passer bien l'intention. Et donc, je suis convaincue par ce que tu viens de dire. J'ai exactement le même avis. Et ma question, je sais pas si c'était bien clair, c'était est-ce que avec d'autres chefs d'entreprise hommes dans des réunions ou quoi, est-ce que tu peux sentir un peu de masochisme ou des choses comme ça? Alors, je remets pas en cause le fait que tu saches le gérer. C'est juste, est-ce qu'il y a encore dans le milieu ce côté parfois difficile où enfin, comment je peux expliquer c'est pas le positionnement par rapport à toi, c'était plus comment tu perçois par rapport aux autres. C'est clair ou pas? J'ai du mal. Oui, 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 je pense, si je fais vite, est-ce que j'ai été encore victime de sexisme quand on est entre pairs, chef d'entreprise, c'est ça? Merci, tu m'aides bien, voilà. Non, 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 mais voilà, si j'ai bien compris la question, oui, C'était ça ça, arrive. merci. Oui, ça arrive, mais ça n'a rien à voir avec. C'est juste que ce sont des gros cons, en fait, hein, très concrètement. Donc, en fait, moi, voilà, je fais comme si je n'entendais pas, quoi. Une D'accord, fois, mais on m'a donc, demandé comment je faisais pour garder mes enfants, et je lui ai dit, et vous, comment vous faites pour garder vos enfants? Et la question, finalement, on est passé à autre chose, parce qu'en effet, il y a des questions que je ne supporte pas qu'on me pose. Parce que je suis une femme, on me pose comment vous faites pour faire garder vos enfants? C'est une question qu'on ne demande pas à un chef d'entreprise homme. Donc je repose la question, c'est ma technique, pour que la personne en face se trouve un peu bête et reformule. Mais en effet, ça arrive, mais des gros comptes, on croise partout et voilà, il faut juste faire. mais justement, je veux dire, vu que c'est quelque chose qui existe encore, à quel point il faut plus qu'on soit nombreuses et qu'on se développe, quoi. Tout C'est à ça qui est fait, tout à fait, important. tout à Et plus il y aura de femmes, justement, et plus ça va tuer dans l'œuf, entre guillemets, ces comportements, etc. Et je pense que c'est ça qui est. Enfin, je trouve qu'à partir du moment où ça existe encore, c'est encore plus important qu'il y ait des femmes entrepreneurs et qui Tout à fait. Et continuent puis on est au vers ça. 21e siècle, quoi. Il faut y aller. Voilà, c'est Déjà qu'on a eu le droit de vote en 1941, on est un petit peu à la traîne, hein. Ça fait moins de 100 ans qu'on a le droit de vote. Je pense que maintenant, on peut, au point de vue juridique, on a les mêmes droits, on est tous égaux en droit et en devoir. Donc je pense que maintenant, il faut prendre la place qui nous est due et, et essayer surtout de ne pas feindre ce que fait un homme chef d'entreprise. Il faut avoir son propre code génétique, puisqu'on parle de genre, et sa propre façon de gérer son entreprise et surtout pas mimer ce qui est fait parce que c'est vraiment pas la bonne solution, je pense. parce que j'avais créé ma première entreprise à 20 ans et du coup, niveau. J'ai eu du mal aussi la crédibilité du jeune âge, donc femme plus jeune, ça a été assez difficile. Et justement, j'avais ce côté combatif de dire ben non, ça fait pas tout, c'est pas ça qui donne. Et je me demandais du coup, voilà, si c'était quelque chose qui continue, mais je suis assez d'accord avec ton avis où c'est pas ça qui est important en fait, et que ça, enfin moi, ça m'a donné la force encore plus en fait de continuer justement parce qu'il y avait ça et que
ça a été plus que ce que je m'y attendais. Mais du coup, ça a donné la force en fait de continuer, de dire encore plus, il faut le faire, je pense. Et encore plus parce que tu es une femme, et encore plus finalement parce que tu es jeune d'aller au bout, parce que c'est ça qui fait évoluer finalement la société, de le faire, quoi. Tout à fait, il faut montrer l'exemple, C'est pour que ça c'est Bon, que possible. merci pour la discussion. Je t'en prie. au démarrage aussi, les premières, c'était de se dire, si dans des structures d'accompagnement, il y a plus de femmes, elles vont accompagner plus de femmes. Maintenant, ce qu'on essaie de faire aussi dans les fonds d'investissement, dans les ventures capitales, c'est qu'il y ait plus de femmes pour que les femmes aient droit aussi à avoir des prêts et avoir des montants égaux. Parce que c'est un autre problème aussi, le financement de la création, quand on est une femme. Comme vous avez vu, c'est laquelle c'est la caisse d'épargne qui fait des spots en disant je suis une femme et du coup tout le monde dit mais ah bon, tu es une femme et tu crées, mais ça va pas aller. Et en fait, dire les banques financent pareil. Alors, c'est déjà bien parce qu'ils veulent que ça rentre dans les états d'esprit, mais il y a quand même une tendance à ce que voilà, on essaye d'harmoniser, mais il faut aussi prendre sa place et l'exemplarité. Mais comme on dit, l'exemplarité, pas forcément de la femme qui dirige le CAC 40, une entreprise, parce que là, tu te sens, c'est comme ta montagne, quoi. Tu te dis, attends, moi, mon ambition, c'est pas d'aller diriger en plus de CAC 40, mais toutes ces femmes qui entreprennent, qu'on a fait par exemple dans les podcasts, qui sont inconnues du grand public, parce qu'elles ne se mettent pas en avant, elles sont juste dirigeantes et elles dirigent leur boîte et leur boîte fait du chiffre d'affaires. C'est ces gens-là de dire, mais en fait, on peut y arriver. On peut y arriver. Et oui, il y a toujours du sexisme. Mais même nous, en tant que les premières, nous, ce qu'on peut avoir, on dit, ah, mais vous accompagnez des entreprises qui font des ongleries. C'est quoi l'innovation dans l'onglerie? Puis ils te font un clin d'œil. Bon, ben voilà. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on a des beaux projets. On a des femmes qui sont dans des domaines complètement différents. Et c'est aussi cette façon aussi ça aide aussi à se sentir plus combatif parce que vous allez rencontrer d'autres femmes chefs d'entreprise et dirigeantes et vous voyez que en fait, vous n'êtes pas la seule. Mais c'est aussi important de se montrer, d'où l'idée de faire passer des interviews, de provoquer sur des radios avec qui on est partenaire, de mettre en avant lors d'événements nationaux. Voilà, c'est notre vocation aussi de mettre en avant les femmes qui entreprennent et qui réussissent et de montrer que voilà, il y en a plein. C'est juste qu'en fait, elles se montrent aussi un peu moins. Il y en a moins, mais elles se montrent moins. Donc, c'est vrai que ça n'aide pas. Et on travaille aussi dès le démarrage dans des écoles, dès les collèges, tout ça pour la sensibilisation, aussi bien pour des métiers tech que pour l'entrepreneuriat. Ça commence très tôt. Il y a quelqu'un qui met, ayant passé la plus grande partie de ma vie, je suppose, dans des pays anglo-saxons, j'ai du mal à m'adapter à la mentalité misogyne française. Alors, va en Espagne. Moi, j'étais en Espagne, c'est encore pire. Mais oui. Mais voilà, on est là pour ça. Après, moi, j'aime bien, Laurie. Moi, c'est pareil, quand on te dit, mais est-ce que tu arrives à profiter de tes enfants? Est-ce que tu as une vie épanouie en tant que mère? Et tu te dis, mais moi, aucun problème. Et vous? Généralement, c'est des hommes qui te posent des questions. Et vous arrivez à profiter des enfants? Non, parce que moi, oui. Mais finalement, voilà. Bon, peut-être que ça va changer. On espère que les nouvelles générations, on les voit, sont normalement un peu plus. C'est fait de faire des congés de parentalité pour les hommes. Enfin, il y a quand même des choses qui changent. On n'y est pas encore arrivé au résultat, mais on y est. Il y a des prises de conscience, mais il faut que ça vienne des gens aussi, de nous. C'est ce que j'allais dire, Isabelle. C'est vrai qu'il y a une évolution de la reconnaissance des femmes. Et puis, on a une autre approche quand même, malgré tout, même si voilà, il y a cette volonté de quelque part d'arriver à une certaine égalité, mais il y a surtout cette complémentarité. On a une autre approche, et notamment dans la tech, c'est vrai qu'on voit beaucoup la tech for good aussi. Là, l'approche, on a une recherche quand même à impact social ou comme le fait Laurie aussi, dans sa manière de manager aussi, un management plus collaboratif. Donc, on a des choses à apporter. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par les vieux loups qui sont sur leur stéréotypes. Moi, c'est clair, j'ai 3 enfants aussi et souvent, on m'a demandé comment tu fais, ça veut dire que tu fais garder tes enfants pendant ce temps. Donc, bon, pourtant, là, avec le confinement, ils étaient là pendant 6 mois à la maison. On a réussi à faire l'école à la maison, à garder le cap pour développer l'entreprise. Donc, voilà, il faut pas écouter, il faut prouver. Voilà, il faut prouver qu'on y arrive aussi et il
faut les rembarrer quoi, aussi, comme fait Laurie, comme fait Isabelle. Enfin, il ne faut pas hésiter à poser la question et dire que ce n'est pas incompatible et que au loin de là, quoi. En fait, c'est aussi une force aussi d'avoir d'autres activités, d'être une femme. Voilà, il faut retourner ça de manière à montrer nos forces et on a une autre vision, on a d'autres choses à apporter. Donc, cette complémentarité, il faut la faire monter, la positionner. Ah, il y a une petite question qui vient, quelqu'un qui a dit « Vous n'avez pas parlé de prise de risque. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y en a pas ?» Bon, avec un petit clin d'œil. Hein. Qui répond alors dans les... Si, je pense que, enfin, on a forcément une prise de risque, ne serait-ce qu'économique, sur ce confort qu'on lâche un petit peu et on se lâche d'une main, même si c'est important de bien calculer cette prise de risque et de l'anticiper. Donc, c'est pour ça aussi que l'accompagnement est important aussi, parce que au moment où on doit lâcher une main, on sait sur quoi on va, on sait vers quel financement on peut compter, si on peut avoir des appuis autres pour pas se retrouver dans la prise de risque totale où on va se casser la figure en fait. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une prise de risque et il faut lâcher une main à un moment donné, mais d'être accompagné, ça permet aussi de lâcher la main au bon moment peut-être et réduire cette prise de risque. Un autre témoignage sur la prise de risque? Ouais, je laissais la main aux jumelles, mais du coup, je vais répondre. Oui, eh ben oui, s'il n'y a pas de prise de risque, de toute façon, il n'y a pas enfin, la prise de risque, après, il faut qu'elle soit mesurée et chacun a son. Attendez, hein. Non, parce qu'il y a tout le monde qui crie dans ce bureau. On est deux et on crie. Et du coup, oui, s'il n'y a pas de prise de risque, tu te lances pas. Et si tu te lances pas, ben, tu restes dans ta zone de confort. Donc oui, il y a une sortie de la zone de confort et ben, il faut mesurer. Et mesurer, c'est pas facile. Il faut des extérieurs. Et pour des extérieurs, il faut un accompagnateur. Et voilà. Je crois que créer sans prise de risque, ça n'existe pas. Enfin, à mon avis. Oui, nous, on est du même avis. Hein. La prise de risque, au final, c'est presque chaque décision importante. Finalement, c'est une petite prise de risque. On ne sait pas si c'est le bon choix, pas le bon choix. C'est vrai que les premiers nous accompagnent beaucoup là-dessus, mais il y a également tous les choix qu'on peut faire par rapport à notre vie de famille. Donc, prise de risque, on y est confronté tout le temps, mais je crois que c'est ce qui fait aussi qu'il y a de l'adrénaline, qu'il y a de l'énergie positive, que quand ça match et que ça marche, ça nous redonne encore plus de motivation et de force. Le risque, il y en a toujours à entreprendre. Bon, c'est vrai qu'on se met encore plus en risque, bien qu'aujourd'hui, le salariat n'est pas forcément non plus une situation hyper stable comme pouvait l'être, mais quand même, il y a beaucoup de prise de risque. La question aussi, c'est de se dire, on va limiter le risque ou du moins, on prévoit à l'avance s'il y a un plan B et un plan A. C'est-à-dire qu'on ne se jette pas dans le vide, hein, on s'accroche. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément réussir, mais si ça ne va pas, est-ce qu'on pivote? Est-ce qu'on avait une solution alternative? L'objectif, c'est de chaque fois aller avec un risque limité et de tester pour ne pas aller dans ce gros risque qui finalement te fait aller dans le mur. Et l'accompagnement, quel qu'il soit par une structure, ça aide aussi à ça. Parce que ça vous met des warnings, attention, là c'est risqué, peut-être vous devez faire ça, parce que souvent on ne se rend pas compte. Mais forcément, il y a des prises de risques, mais ça fait partie de l'adrénaline. Après, il faut aussi savoir si vous aimez ça ou pas du tout. Hein. Comme je dis, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et tant mieux, hein, parce qu'il ne peut pas y avoir que des entrepreneurs. Hein. Ça fait quand même partie de… Voilà, j'aime quand même ce piment. J'aime devoir être flexible, adaptable. J'aime trouver des solutions. Voilà. Après, c'est quand même une façon de penser. Et il faut quand même avoir conscience qu'en effet, ils n'en ont pas parlé, mais parce que ça fait partie intrinsèquement, je pense, de leur vie au quotidien. Bon, il est midi. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu. J'ai vu quelques témoignages sur le côté. C'est super agréable de voir que, bon, en tout cas, que les intervenantes aussi ont
ont beaucoup plus sur leurs interventions. Ça aussi, après souvent, s'il y a des gens qui se posent des questions, Laure, elle a été sollicitée par quelqu'un qui se posait la question, est-ce que j'entreprends, est-ce que je me fais accompagner? On peut vous mettre en relation avec des entrepreneurs qui vous donnent leur avis. Et bon, j'espère qu'on se reverra lundi et mardi. En tout cas, pour celles qui ont envie d'aller un peu plus loin, qui ont envie d'avoir une rencontre un peu plus personnalisée. Donc, remplissez le petit questionnaire qu'on va vous envoyer et pour qu'on puisse vous donner un créneau et vous préciserez s'il y a des créneaux qui vous arrangent le mieux. Voilà. En tout cas, merci à toutes. Merci Laurie, merci Laure, Séverine et Nadia qui prennent de leur temps. Parce que le temps aussi, il est compté quand on est entrepreneur. Mais le fait de partager, voilà, là, elles vont repartir, elles vont être boostées. Là, parce qu'en plus, c'est toujours agréable. Merci à vous. Bonne journée à tous. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.